si vous comptez 291 voix, ça fait seulement 50,4% des suffrages pour cette voie du côté des députés. Donc ça s'est joué à rien. Un vote certes conforme au précédent scrutin à l'Assemblée nationale, puisque c'est la 4e fois au total que cette réforme est validée par les parlementaires de la Chambre basse, majoritairement favorable donc à ce que certains appellent une évolution sociétale, quand d'autres parlent de régression. Pour en parler, on a notre ticket gagnant de la semaine, Jules Torres et Elisabeth Assayag. Bonjour à tous les deux. Bonjour Elliot. Bonjour Elisabeth. Nous sommes bien sûr avec Jules. les auditeurs, et parce qu'on a besoin d'échanger, parce qu'aussi on a besoin de débattre, parce que la parole elle est libre sur l'antenne d'Europe 1, nous avons le plaisir de recevoir Laurent Frémont, enseignant en droit constitutionnel à Sciences Po. Merci d'être avec nous, Laurent Frémont. Merci. Vous avez publié une tribune accompagnée d'Emmanuel Hirsch. Alors que l'interdit de tuer se délite, nous ne pouvons pas déserter l'espace public. Et nous allons en parler longuement avec vous. Et nous avons le plaisir également, j'aurais préféré qu'il soit en studio avec nous, mais malheureusement, j'imagine pour des contraintes professionnelles, le député de Place Publique de la Vienne, Sacha Houlié, n'est pas avec nous. Il est en direct par téléphone, mais je vous remercie, Sacha Houlié, d'être présent et de réagir en direct sur Europe 1. Pour être totalement transparent, depuis plus de 24 heures, on essaye de contacter, solliciter les députés qui sont, comme vous, favorables à cette loi, pour pouvoir évidemment avoir un débat sur ce sujet. Force est de constater qu'il est difficile que d'avoir un député qui est voté pour, et vous avez fait le choix de nous répondre favorablement, donc c'est un honneur de vous avoir, et c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Sacha Houlié, d'ailleurs je vais me tourner tout de suite vers vous. Est-ce que ça a été un choix évident, et pourquoi avoir décidé de voter favorablement donc à cette loi dite sur la fin de vie? Alors évident, d'abord c'est une construction, c'est quelque chose que l'on réfléchit, que l'on travaille, puisque moi j'ai y compris visité les services de soins palliatifs du CHU de Poitiers, avec de nombreux soignants qui ont éclairé cette décision. Évident, pas forcément non plus, puisque c'est aussi une construction par rapport à la Convention citoyenne sur la fin de vie qui a eu lieu il y a de cela maintenant 4 ans. Et puis évident, il y avait aussi plusieurs lectures à l'Assemblée nationale, de très nombreuses en réalité, puisqu'il n'y avait pas de procédure accélérée sur ce texte. C'est le cas de tous les textes de bioéthique. Donc c'est une construction tout au long de la vie. Et en revanche, je n'ai pas hésité sur mon vote, puisque c'est un vote que j'ai réitéré lors de toutes les lectures qui ont eu lieu à l'Assemblée, la première, la deuxième, la nouvelle et enfin la dernière qui a eu lieu hier. Sacha Houlié, moi je suis toujours en toute transparence et avec les auditeurs et avec nos chroniqueurs, les responsables politiques aussi avec lesquels on peut échanger. Ce matin, dans l'édito que je proposais sur CNews et Europe 1, je me posais cette question: dans quelle société malade, soigner et donner la mort deviennent les deux faces d'une même pièce? Comment vous expliquer à ceux qui ne comprennent pas ce choix, ce vote, qui ne comprennent pas comment l'administration de la mort est devenue légale en France? C'est moins donné qu'accompagné, parce que vous ne pouvez pas voir cette proposition de loi sans la décorréler de celle qui a été déjà adoptée au mois de mai et qui vise à renforcer la stratégie des soins palliatifs français avec des crédits qui vont doubler dans les prochaines années, de 2026 à 2034, puisque c'est 1,8 milliard d'euros qui vont être consacrés à ces politiques publiques, et avec la création d'une unité de soins palliatifs, y compris en matière pédiatrique. Alors je rappelle tout de même que pour la fin de vie, ça n'est pas ouvert aux mineurs, mais qu'il y aura une unité de soins palliatifs dans tous les départements de France d'ici 2030. De ce point de vue-là, on a effectivement cette proposition de loi qui avait déjà été adoptée en mai, et donc la proposition de loi sur l'aide active à mourir, qui elle n'a pas fait l'objet d'accord entre le Sénat et l'Assemblée, était plus tardive dans son vote. Mais de toute évidence, il y avait une consultation populaire assez large, il y a des conditions qui sont extrêmement strictes et qui sont par ailleurs précises, il y a la question du consentement réitéré, il y a l'avis médical collégial, bref, il y a toute une série de dispositifs et de procédures qui ont été mises en place pour accompagner la fin de vie d'un patient qui, de toute évidence, dans le cadre de la procédure que nous avons mis en place, est un terme assez bref condamné.
Vous avez parlé des visites que vous avez pu faire au CHU de Poitiers en soins palliatifs. Il s'avère que j'ai pu recevoir ces dernières semaines bon nombre de médecins en soins palliatifs et peut-être que là on trouvera un terrain d'entente, à savoir que dans les services de soins palliatifs, une grande majorité des soignants sont défavorables à cette loi. Et justement, s'ils sont aujourd'hui et s'ils dédient leur vie aux patients dans leurs derniers moments et dans ces soins palliatifs, c'est qu'ils ont une idée de la médecine, une haute idée de la médecine qui est de ne pas administrer la mort. Je le disais, monsieur le député, et encore une fois, je vous remercie d'être en direct avec nous. Vous êtes député Place Publique de la Vienne. Vous avez voté pour la loi sur la fin de vie. On est également avec Laurent Frémont. Laurent Frémont, vous êtes enseignant en droit constitutionnel à Sciences Po. Quel regard vous portez sur le vote qui a été fait hier, et ensuite va s'engager un échange? Alors c'est pas facile puisqu'il est par téléphone, mais je vais me taire, on va se taire et on va vous écouter. Vous avez besoin d'échanger aussi avec les députés de notre nation. Laurent Frémont. Bonjour monsieur le député, j'ai beaucoup de respect pour votre fonction et j'avoue que c'est un sujet difficile sur lequel il est compliqué d'avoir une position claire, mais à vous entendre là, j'ai pas l'impression qu'on ait lu le même texte, parce que vous parlez d'un geste létal qui serait ouvert à des personnes en fin de vie. Or, ce n'est pas le cas. Vous le savez, on parle de phase avancée, ce qui ne veut rien dire pour les maladies graves, ce qui concerne environ 1,5 million de personnes en France. On parle d'une procédure collégiale, mais en réalité, le médecin qui reçoit la demande, qui l'examine et qui l'exécute est la même personne. Il n'y a pas de deuxième avis contraignant. Le deuxième médecin n'est même pas obligé d'examiner la personne. Vous parlez de délai sécurisé, mais il y a 48 heures de délai de réflexion. On ne peut pas dire que ce soit un texte sécurisé, enfin, indépendamment du fond. Moi, je pense que ce n'est pas le rôle de l'État de décider qui doit vivre ou qui doit mourir. Mais je pense qu'on est bien éloigné d'une éventuelle intention de trouver une solution d'exception. Mais on est véritablement sur une loi de masse, aux critères très flous, une loi très mal écrite. Et comme vous l'avez dit, je me réjouis que les deux textes soient séparés, parce que c'était l'intention initiale, en même temps, de mettre au sein d'un même texte les soins palliatifs et la mort provoquée, en parlant d'une voix française. Enfin, c'est très macronien de vouloir assembler les contraires. Je me réjouis vraiment que la loi de soins palliatifs ait été adoptée quasiment à l'unanimité il y a un mois, mais là on voit bien que sur ce texte controversé qu'on a une très faible majorité, que le Sénat l'a refusé à 3 reprises. Et donc c'est un peu dommage que sur un texte de cette nature, sur lequel on a toujours su trouver un consensus. Il faut rappeler que la loi Leonetti a été adoptée à l'unanimité des 2 chambres, c'est très rare. Je trouve ça un peu regrettable de voir ce passage en force, au prix d'une alliance d'ailleurs assez bizarre avec l'extrême gauche. Une forme de passage en force qui, à mon avis, va laisser des traces, parce qu'on ne peut pas adopter un texte d'une telle gravité avec une majorité aussi faible. Sacha Houlié, si vous souhaitez réagir. Je vais avoir un point de convergence avec vous lorsque vous avez dit que ça n'est pas le rôle de l'État de choisir ce genre de choses, mais en fait le rôle de l'État, c'est, en tout cas le rôle du législateur, c'est celui d'organiser les libertés. Et le texte que nous avons voté, il ouvre une opportunité, il crée une liberté pour celles et ceux qui souhaitent s'en saisir, qui souhaitent organiser la fin de leur vie dans les conditions qui sont énumérées et sur lesquelles je vais revenir. En revanche, il n'impose rien à personne et certainement pas d'en finir. Et de ce point de vue-là, donc ça n'est évidemment pas le rôle de l'État. Là où je vais, en revanche, pas forcément être d'accord avec vous, enfin, en tout cas où je vais avoir un avis divergent du vôtre, c'est sur d'abord la question de la majorité, ensuite celui de la légitimité, et enfin sur les conditions qui ont été celles du texte. Sur la majorité, il y a d'abord un écart de 50 voix. Alors ça peut être lu comme mince, mais à la lumière des textes que nous examinons aujourd'hui dans un Parlement en majorité relative, c'est une majorité absolue et donc elle se dégage assez manifestement comme l'avis de l'Assemblée nationale. Si vous me permettez, Sacha Houlié... D'ailleurs, c'est dans un processus où les députés sont l'émanation du suffrage universel direct, là où les sénateurs sont l'émanation du suffrage universel indirect. Si vous me permettez juste une chose, Sacha Houlié, pour être parfaitement clair pour les auditeurs d'Europe 1, tous les députés n'étaient pas présents dans l'enceinte, puisque vous avez 291 députés qui ont voté pour, 241 contre, c'est donc 532 députés qui se sont prononcés sur ce texte. Alors, ajoutez tout de même les 28 abstentions, ce qui nous porte à 550 sur les 577. J'entends, mais si vous prenez 291 pour sur 577 députés,
voté, c'est donc une majorité, si on l'imagine ainsi, 291 sur 577, c'est 50,4%. Et je n'avais pas cette notion-là que pour la loi Leonetti, il y avait eu un vote à l'unanimité des deux chambres. Donc vous conviendrez que cette loi-là n'a pas eu le même consensus, n'a pas forcément la même légitimité symbolique, je veux dire, puisqu'elle est légitime, puisqu'elle a été votée. Mais c'est pas la même teneur. Je vous le concède bien volontiers, et je vous déclare également que les chambres qui ont voté la loi Leonetti n'avaient pas la même diversité d'opinions ou la même représentativité que celle que nous connaissons aujourd'hui. Vous avez entièrement raison. Alors, en la pression ou pas, mais ça c'est le sujet. Et par ailleurs, dans le cadre d'une procédure qui, pour le coup, est une procédure de dernière lecture, c'est-à-dire du dernier mot à l'Assemblée, ce qui, à ma connaissance, n'était pas le cas pour la loi Leonetti, puisqu'on était sur une procédure de CMP dans ce cas-là. Je reviens juste très rapidement sur les conditions, sur la définition de la phase avancée. Moi, j'ai un désaccord avec ce que vous avez dit, monsieur le professeur, puisque la phase avancée de la maladie, elle reprend la définition qui a été donnée par la Haute Autorité de Santé dans son avis du 6 mai 2025. Donc elle est fondée sur un caractère irréversible de la maladie, avec une aggravation de l'état de santé de la personne et avec une affectation durable du niveau de vie. Okay. Quant à la question de la motivation de la personne qui a recours à cette procédure, c'est une procédure où le médecin rend effectivement un avis motivé et il y a une réitération du consentement 48 heures, dans les 48 heures qui suivent. Mais il y a déjà un premier consentement qui a été donné, et donc il y a une phase qui est une phase durable d'expression de la volonté d'en terminer, ce qui de toute évidence, cette phase durable est essentielle, puisqu'on sait aussi la volatilité qu'il peut y avoir dans la décision de certains de ces patients, et réserver une phase qui, dans la procédure, dure au moins un mois pour le patient de pouvoir décider de son sort, c'était important. C'est également un des points qui nous avait été remonté par les services de soins palliatifs sur cette expression du consentement.